Alors, en tout premier lieu, avant de parler du dispositif CIFRE, j'ai compris que vous étiez des étudiants de Master 1 ou Master 2. J'aurais voulu qu'on revienne sur l'intérêt de faire un doctorat, parce que c'est une question que vous êtes a priori en train de vous poser. Est-ce que je pars... Qu'est-ce que je fais en fait après mon master? Est-ce que je me dirige vers une carrière professionnelle? Je me fais recruter par un établissement, une entreprise, ou est-ce que je poursuis par un doctorat? Donc je pense qu'il est intéressant que vous réfléchissiez à ce qui est différenciant dans la formation doctorale. J'ai coutume de dire, c'est une petite métaphore, mais que jusqu'à présent et jusqu'au master, vous êtes assis. C'est-à-dire que vous absorbez une certaine quantité d'informations qu'on vous distribue chaque matin, puis que c'est pas très agréable le micro parce qu'il y a des variations de son et qu'on vous dispense depuis que vous êtes tout petit. Et globalement, ce qu'on vous demande, c'est de bien restituer ce qu'on vous a appris. Bien sûr, on vous forge, surtout vous, à l'esprit critique, etc., à l'analyse, mais tout de même, il y a l'idée que vous êtes jugé sur votre capacité à bien maîtriser une science qu'on vous a apprise. Quand on est en doctorat, on vous pose une question dont personne n'a la réponse. Donc en fait, pour faire court, on va vous demander d'être génial. On va vous demander d'être intuitif. On va vous demander d'avoir de la vision, d'avoir une stratégie de développement, d'abord d'être capable. Donc on va vous demander d'avoir de la vision, d'avoir une capacité de formulation d'une problématique. Donc ça veut dire repérer cette problématique, être capable de la décrire en des questions de travail, j'allais dire en des questions opératoires, et puis de mener cette recherche, sachant que votre entourage va vous accompagner dans votre recherche, mais n'aura pas plus les réponses que vous. C'est ce en quoi, je dis, vous passez de assis à debout, puisque vous allez devenir acteur de votre formation. Vous n'êtes pas assis à recevoir la connaissance, mais c'est vous qui allez aider votre communauté scientifique à pousser le mur ou la frontière de cette connaissance. C'est extrêmement transformant, c'est extrêmement réjouissant. Vraiment. Et je dis souvent que quand j'étais moi-même en thèse, j'ai été surprise de deux choses. D'abord, que la première journée de thèse, on m'a demandé ce que je pensais de ce qu'on allait faire, des achats importants qu'on allait devoir mener. Et là, je me disais que je me sentais toute petite, pas forcément en capacité de répondre à ces questions. D'abord, c'était bien la première fois qu'on posait ce genre de questions. Bon, on travaille, hein, la doctorante, ça travaille la nuit, un peu aussi, et je peux vous dire que j'ai bossé et que rapidement, j'ai montré que j'étais capable d'amener des réponses et d'avoir des idées. Puis la deuxième chose qui m'avait surprise, c'est que des vieux, mais vraiment, pour moi, quand on a qu'une vingtaine d'années, ceux qui en ont 50-60, mon âge aujourd'hui vous paraissent très très vieux, parlaient de leur thèse. Je disais quand même depuis le temps, ce que je fais d'ailleurs, hein, aujourd'hui vous avez bien marqué. Donc, et c'est vrai que c'est un moment très fort dans sa vie, c'est un moment de découverte de ce que c'est que la recherche, de cette appropriation d'une connaissance, et de son déroulement, de son maturation, de son grandissement, je dirais. Donc surtout, enseignants-chercheurs, arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord, et vous-même, hein, intervenez. Mais voilà, pourquoi faire une thèse? Alors ça donne quoi comme compétence? Ou ça permet de quoi faire? Donc je dis de conduire un projet complexe, et de démontrer qu'on est capable de le faire, d'avoir une attitude réflexive, d'avoir la vision, de savoir faire quelque chose d'un résultat négatif, de l'absence de résultat. C'est-à-dire qu'on va être confronté, vous avez l'idée, vous partez sur un chemin, et puis ça ne marche pas. Ça, on ne vous apprend pas tellement au niveau master à avoir des résultats négatifs. On vous apprend surtout à récupérer une information qui est sûre, mais on ne vous fait pas tellement manipuler et vous faire confronter. Vous avez bossé pendant 3 mois, 6 mois, et puis ça ne marche pas. Eh bien, il faut s'approprier d'abord, arriver à supporter hein, cette erreur, enfin cette erreur, c'est pas une erreur, mais ce chemin qui ne va pas donner ce qu'on attend, et savoir transformer un résultat négatif en quelque chose d'intéressant. Ça, c'est très enrichissant, ce que j'appelle aussi l'intelligence des situations. Et puis, évidemment, un doctorat, c'est une communauté internationale, c'est une reconnaissance internationale. Donc, on appartient à une communauté internationale de chercheurs au travers des publications qu'on lit, au travers des publications qu'on écrit, au travers de cet ensemble de chercheurs qui, au même moment sur Terre, travaillent
sur la même zone que vous, le même focus que vous, et cette reconnaissance internationale, parce que le jour de sa thèse, on fait partie des quelques personnes qui connaissent le mieux le sujet considéré, et on vous reconnaît pour ça. Après, naturellement, si vous arrêtez, cette reconnaissance diminue avec le temps, mais il y a cette... voilà, cette dimension. Donc voilà l'intérêt de faire un doctorat, mais on peut ne pas avoir envie de faire un doctorat, évidemment. Alors, comment ces docteurs, maintenant que je vous ai expliqué le processus du doctorat, en quoi les entreprises, puisqu'il va être question quand même du doctorat en entreprise, et en quoi les entreprises sont intéressées par le doctorat. Si on s'arrête, avant d'aller vers l'entreprise, au milieu académique, c'est vrai que le milieu académique est construit autour du doctorat. C'est consubstantiel au milieu ambiant, pour enseigner, pour devenir ATER, maître de conférence, ingénieur de recherche, professeur des universités, directeur de recherche, chargé de recherche, tout ça, il faut avoir à minima un doctorat. Donc là, c'est très clair. À la limite, le milieu académique ne se pose même pas la question pourquoi, quelle est l'origine de ça. Alors qu'il y a, enfin peut-être que vous savez, mais il y a toute une origine, mais le milieu académique est construit sur cette brique élémentaire, le doctorat. L'entreprise, elle, n'est absolument pas construite avec cette brique élémentaire. C'est même un objet qu'elle manipule assez mal, le doctorat. Donc, on a montré qu'un docteur dans une entreprise, c'était un élément différenciant des autres parcours d'école de commerce, d'école d'ingénieur, de grade master, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'un docteur est différent d'un autre personnel? C'est d'abord sa spécialisation scientifique, c'est-à-dire que vous, jusqu'au niveau master, vous savez plein de choses. Le docteur, non seulement il sait plein de choses, il a un vrai socle de connaissances, mais il a une vraie spécialité. Et là aussi, quelque chose qui m'avait amusé, quand on se voit, dès l'instant où vous dites que vous êtes docteur, la question immédiate après, c'est quelle est ta spécialité? C'est-à-dire que toute sa vie, même moi qui fais plus de sciences, on me demande encore, et on m'a même récemment demandé ma thèse, mais on me demande quelle est ta spécialité. Donc on a quelque part ce tag à vie qui est qu'à un moment donné, on s'est penché sur ce sujet-là. Donc une spécialisation scientifique qui peut intéresser les entreprises. Ensuite, et je l'ai dit tout à l'heure, la capacité à formuler et à résoudre un problème, je crois plus encore que la capacité de résolution, c'est la capacité de formulation, d'identification, formulation d'une problématique, et puis capacité ensuite à sortir de cette formulation pour aller vers la réponse. La rigueur d'observation, l'honnêteté intellectuelle, la capacité d'analyse et de synthèse, aussi bien à l'écrit que l'oral. Ça, la formation doctorale est quelque chose qui forme beaucoup à ces compétences-là, toutes choses auxquelles ne sont pas forcément, de manière certaine, bien formés les grades master. Ils ont d'autres qualités, ils savent faire d'autres choses, mais pas complètement sûr que vous ayez atteint aujourd'hui ou demain le niveau qu'on va attendre de vous en doctorat sur ces points-là. Une autonomie de travail, ça c'est clair. Le docteur, quand vous prenez un docteur dans une entreprise, vous savez qu'il va pouvoir travailler seul. Ça peut même être le danger, parce que parfois il peut être capable de travailler trop seul, et donc de moins savoir travailler en équipe, donc ça a ses limites, mais en tous les cas, c'est quelqu'un d'autonome. Et puis, par construction, le doctorat, c'est l'argumentation, en anglais c'est defense, c'est la capacité de défendre un argumentaire, d'emporter la conviction sur un sujet qu'on a mené, qui est au-delà des frontières du connu, donc ça, forcément vous pouvez vous faire chahuter, puisque vous êtes le premier à dire ça. Alors, vous avez tous les éléments qui vous permettent de le dire, mais la confrontation est inévitable, et elle est intéressante, elle va enrichir tout le monde, donc c'est cette qualité d'argumentation, et d'ailleurs, les docteurs devraient être de bons négociateurs. Ce qui n'est pas forcément ce qui se dit immédiatement, mais c'est cette capacité de négocier et en tous les cas d'emporter la conviction. Voilà pourquoi. Alors vous avez peut-être déjà des remarques, des questions. Là, c'est pas spécialement le chiffre, ça c'est le doctorat de manière générale. Non, des questions? Pas de questions? C'est la première qui est difficile. Il va falloir que je la pose, la première, et puis... alors, maintenant, le dispositif CIFRE. Le dispositif CIFRE, c'est un dispositif qui existe depuis 1981. Vous n'êtes probablement pas né, donc c'est un vieux dispositif qui a traversé tous les gouvernements et qui a remporté l'adhésion en fait des différents gouvernements et de tous les acteurs. On compte, aujourd'hui j'ai 4000 CIFRE en cours, donc c'est une grosse, je dis c'est la plus grosse méta-école doctorale de France. On va voir que toutes les disciplines sont concernées, et nous sommes 20 000 anciens CIFRE.
Et on commence on a une petite communauté, et on commence à se reconnaître parce que c'est vrai que le dispositif CIF donne un certain cariotype. C'est un docteur qui a fait quoi? Eh bien, c'est un docteur à qui une entreprise a fait confiance. Alors, quand je dis une entreprise, c'est en fait une structure socio-économique, parce que ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être une association, donc ça peut être un musée, ça peut être une mairie, un département, une région, donc c'est pas forcément une entreprise, ça peut être une petite entreprise, une grosse entreprise, donc c'est une structure socio-économique. Oui, mademoiselle. Est-ce que ça peut être une fondation? Ça peut être une fondation, tout à fait. Mais alors, pas une fondation scientifique où nous aurions dans les partenaires finançants ou financeurs le monde académique. Ça va être une fondation qui est que dans le secteur privé. Vous voyez ce que je veux dire? Type fondation d'Adeline Mitterrand, je sais pas, une fondation. Voilà, une fondation, oui. Et quand vous avez un doute, je vais vous donner une adresse mail, vous nous envoyez une question, dans les 48 heures, on vous répond, et si on ne vous a pas répondu au bout de 48 heures, parce que Anne-Sophie qui est derrière peut avoir loupé votre mail, il n'a pas pu ne pas être arrivé, ou elle l'a laissé tomber au fond du panier, ce qui arrive quand même à tout le monde, et bien vous renvoyez votre mail en disant « j'ai pas eu ma réponse, je pense que vous m'avez oublié », et on vous répond. Donc n'hésitez pas, oui, une fondation, tout à fait. Donc c'est une entreprise au sens institution socio-économique, établissement socio-économique, en prise donc avec un marché, en prise avec un secteur d'activité, et elle a une problématique de recherche. Alors je dis souvent recherche et développement, grand R, petit d. C'est-à-dire qu'elle a une question, une vraie question, qui, si elle était résolue, lui permettrait d'avancer dans sa stratégie. Alors, on a, en sciences exactes, on va avoir des questions de chimie, on va avoir des questions de mécanique, on va avoir des questions d'informatique, mais en sciences du complexe, on peut avoir des questions, on a choisi des sujets, puisqu'on va vous donner des exemples, des questions d'ordre de stratégie politique, de problématiques de santé publique, donc on va voir. Donc c'est assez large, c'est-à-dire qu'un département peut avoir un problème à gérer ou sur des questions d'urbanisme, sur des questions de délinquance, sur des questions artistiques, sur j'ai vu aussi sur l'obésité des adolescents, enfin il y a plein de questions qui font que si on a la réponse, ça permet à l'entreprise ou la structure socio-économique de mieux progresser, de pouvoir faire des choix. Et donc, elle va recruter le doctorant avec un véritable contrat de travail, un CDD ou un CDI, avec un minimum de 23 484 € bruts par an. Mais vous voyez qu'en 2013, la moyenne a été à 28 600, et je vais vous donner les salaires de doctorants, donc ce sont quand même des salaires qui sont assez bons pour eux, parce que certes, vous avez un contrat de travail, mais vous faites quand même votre thèse, donc il y a une sorte d'ambivalence entre je suis professionnel, mais je suis aussi un jeune chercheur en formation. Donc ce doctorant, il va prendre la question dans ce qu'on appelle l'entreprise, il va la maturer, la mûrir, et il va la résoudre avec la puissance de feu de son laboratoire, parce qu'il appartient à un laboratoire académique comme tous les doctorants du monde, il a un directeur de thèse et il a une communauté scientifique. Donc je dis souvent, quand vous allez, quand une entreprise vous propose de faire une cifre, ou quand vous-même vous proposez à une entreprise de faire une cifre, vous êtes un salarié très particulier, parce que vous êtes un salarié dont le salaire est, pas quasiment, mais largement cofinancé par l'État, puisque je signe avec l'entreprise qui me permet de lui allouer 14 000 € par an, à quoi vont s'ajouter du crédit d'impôt recherche si elle est éligible au crédit d'impôt recherche de l'ordre de 10 000 €, donc ce qui fait que ça va lui coûter en trésor environ 10-11 000 €. On y reviendra. Donc vous arrivez avec un salaire cofinancé et vous arrivez avec non seulement votre génie personnel, mais la puissance de feu de votre communauté scientifique. Alors, il n'y a pas beaucoup de salariés qui arrivent avec tout ce bagage-là. Donc, si l'entreprise a une vraie problématique de recherche, elle ne peut que vous accueillir. Par contre, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que si l'entreprise commence à vous dire que vous coûtez trop cher, c'est une excellente nouvelle, parce que c'est qu'elle n'a pas de problématique de recherche. Une entreprise qui ne peut pas mettre 10 000 € sur la table par an est pour moi une entreprise qui, au jour où elle vous parle, n'a pas encore de vrais problèmes de recherche. Elle en aura peut-être demain, elle en aura peut-être jamais. Donc, il faut plutôt voir ça comme une bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas s'engager avec elle. On ne se quitte pas fâché, mais on ne continue pas le chemin.
Donc ça, c'est un bon critère, c'est un bon curseur pour vous, de dire, si elle commence à marguer, que gna gna gna, ça je vais lui coûter cher, on arrête. Oui, il y a une question, j'ai cru voir une question. Bonjour. Je voulais juste savoir si le futur doctorant, le potentiel doctorant peut apporter une problématique à laquelle l'entreprise ne pensait pas. Tout à fait. Alors c'est très vrai d'ailleurs dans les SHS, parce que vous allez voir, les SHS c'est 25% des chiffres. Donc vous représentez une grosse partie des 4000 doctorants quand même. Et plus souvent, ce sont les doctorants, pas toujours, hein, mais qui ont concouru largement à lever le sujet. J'ai même des situations, et vous pourrez aller sur le site de la NRT, vous avez des témoignages, donc on a des cas où les jeunes femmes, ce sont souvent, les deux auxquels je pense sont des jeunes femmes, ont expliqué comment elles ont démarché. Elles sont parties de leur envie, leur questionnement, elles avaient, alors il y en a une c'est sur l'économie de l'écologie, et puis une autre c'est sur la question de l'apprentissage des langues, sur les chantiers de bâtiments. Parce que les groupes qui interviennent sont souvent des groupes qui sont d'origine différente, avec des problématiques de langue évidemment différentes. Alors, et donc il faut rapidement être capable de se parler. Et ces deux jeunes femmes racontent comment, à bout de bras, assez rapidement, puisqu'il leur a fallu 4 mois pour monter leur truc, donc ça va, je trouve que 4 mois c'est très raisonnable, elles ont démarché des entreprises et elles ont réussi. Alors, bien sûr, il n'y a pas les témoignages de ceux qui ont peut-être essayé et qui ne sont pas arrivés, pour des mille raisons. Mais oui, ça marche dans ce sens-là. En fait, il n'y a pas de sens. Ça peut être l'entreprise qui a une envie, qui a envie de faire nos chiffres, on a démarché l'entreprise, elle est convaincue, elle cherche le doctorant et le laboratoire. Ça peut être un labo qui a vraiment envie de faire une chiffre, qui est en train de chercher une entreprise, qui finit par la trouver, puis après qui choisit le doctorant. Ça peut être le doctorant qui cherche, il n'y a pas de règle. À un moment donné, vont se réunir 3 partenaires autour de la même problématique. Oui. Est-ce que l'institution est forcément française? Alors, l'institution est forcément établie en France et le contrat de travail est de droit français. C'est très clair, hein, le dispositif CIF, c'est 55 millions d'euros par an qui doivent, quelque part, concourir à la création de valeur qui s'établit en France. Donc, des doctorants et des doctorats qui se passent en France et qui vont permettre l'obtention de doctorats français. On verra que la co-tutelle est possible, mais il y aura forcément un doctorat français, donc il y a forcément une entreprise établie en France. Ça peut être une filiale étrangère. Je signe avec Mitsubishi, par exemple, enfin toutes sortes d'entreprises étrangères, mais ça se passe en France et le contrat est de droit français. L'entreprise et le laboratoire collaborent, coopèrent ensemble. Très important, l'élaboration du contrat de collaboration. Ce contrat de collaboration qu'on exige, alors on laisse 6 mois après le démarrage de la CIF pour le voir arriver, sinon après j'arrête de payer, ou je retiens l'argent, ça veut dire que l'argent n'est pas perdu, mais je le retiens, jusqu'à la présentation de ce contrat de collaboration. Très important parce qu'il va permettre, entre l'entreprise et le laboratoire, de bien vérifier qu'on est d'accord sur le sujet, sur la méthodologie de travail, sur les antériorités, et sur le que fait-on des résultats. Et donc j'invite les enseignants-chercheurs, les services administratifs qui vont bien, à très très rapidement co-construire le projet. Je pense qu'avant même de déposer la demande de CIFRE, il faut vraiment avoir une co-construction du projet et envisager très rapidement de bien mettre sur la table les antériorités et la propriété intellectuelle qui va découler des résultats, sachant que ça donne toujours lieu à des publications. D'ailleurs, les CIFRE publient beaucoup, les CIFRE ont des prix. Hein, on a un niveau de publication, un niveau de prix qui est tout à fait intéressant. On a des brevets aussi, alors ça vous concerne peut-être moins vos sciences, mais on a aussi des brevets. On a aussi du secret. Et souvent, les entreprises sont les plus enclines à publier, parce que pour une entreprise, publier, c'est démontrer à ses futurs clients ou à sa concurrence, en France ou à l'étranger, qu'elle a acquis un certain niveau de compétence et que cette compétence est reconnue par une revue scientifique, par un comité de lecture scientifique. Donc c'est extrêmement, ou un congrès, etc. Donc les publications sont une véritable arme de communication pour les entreprises, aussi bien grandes que petites. Donc il n'y a pas de... Non, en CIFRE, on n'a pas de problème de publication. Aucun.
C'est très très rare les situations où la thèse est tellement confidentielle qu'on ne publie rien. Et à ce moment-là, si ça devait arriver, c'est quelque chose qui doit être établi avant le démarrage de la CIF. Il faut que le doctorant sache qu'il s'embarque dans un sujet, sur un sujet où il y a une totale confidentialité. Et il relève de la responsabilité de l'employeur d'en parler, et vous, de poser la question d'ailleurs. Quelles vont être les possibilités de divulgation des résultats? Mais la plupart, enfin, c'est 99% publié. Il y a vraiment, j'ai pas d'inquiétude. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'il peut arriver que l'entreprise change dans le cours de route? Alors, c'est pas bon signe. Oui, on sait faire, mais c'est pas bon signe. Ça veut dire que l'entreprise, qu'est-ce qui va faire qu'on change d'entreprise? Soit il y a une véritable faute de l'employeur, il arrête de payer, il a un problème de comportement. Bon, là, on tombe sur des coûts extrêmement rares et extrêmement graves. Soit il dépose le bilan. Et c'est vrai qu'on a quelques dépôts de bilan chaque année, qui étaient d'ailleurs, puisque j'ai fait l'analyse récemment des dépôts de bilan en 2012 et 2013 et 2014, qui étaient imprévisibles. Les expertises socio-économiques étaient bonnes, et bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, le doctorant est replacé dans une autre entreprise, sachant qu'en plus, sur le plan financier, comme il est souvent en CDD, il y a 75% de CDD, il y a le mécanisme de fonds de concours qui marche, le doctorant a une rétribution financière tout à fait intéressante. Donc, il n'est pas dans un drame financier, le doctorant, mais enfin, on fait tout pour le replacer. Je n'ai pas de situation en péril. Ça s'arrange. C'est rare, hein, quand même. Mais ce sont des choses auxquelles on a des changements de labo aussi, ça peut arriver. Soit parce que le directeur de thèse change de labo, et du coup, le doctorant veut suivre son directeur de thèse, donc on lui fait changer de labo. Soit, ça peut arriver aussi, il y a un petit problème de conflit avec le directeur de thèse, ça se passe pas bien, ça pourrait mieux se passer avec un labo, d'autres labos, on change de labo. Le dispositif CIF, je crois que le secret de sa longévité, c'est qu'il est très adaptable. Il est adaptable à toutes les situations, il est modulable, il sait s'accommoder des situations. Il n'y a pas de... rien n'est coulé, il n'y a pas de dogme. Donc du coup, on s'arrange tout en restant exigeant, très exigeant sur la qualité scientifique. Alors, je vous ai mis ensuite quelques citations qui sont très récentes d'entreprises pour vous donner un peu en quoi les entreprises sont intéressées. Alors, on a un responsable scientifique dans une association régionale qui nous dit « La confrontation des éléments de recherche aux réalités institutionnelles et techniques constitue une véritable opportunité de développement partagée par l'entreprise et le doctorant. » Ça vous donne un sens dynamique hein, à la relation. Un conseil général qui dit « Les travaux de la doctorante permettent d'aborder des aspects de la recherche archéologique rarement intégrés dans les enjeux de la restauration des monuments. » C'est vraiment intéressant, on voit que c'est un vrai sujet scientifique et en même temps ça crée une nouvelle dynamique dans la gestion régionale, ou générale là, du département. Ensuite, un responsable scientifique dans une PME, leader de l'e-réputation. Les travaux ne se sont pas arrêtés à des expérimentations, mais nombre de ces contributions sont utilisées quotidiennement par nos clients. Cette thèse est une réussite qui démontre l'intérêt du dispositif CIFRE à partir du moment où objets de recherche et besoins opérationnels sont alignés. Le doctorant est embauché en CDI et nous envisageons un autre CIFRE prochainement. J'en ai des kilotonnes des comme ça. Je lis tous les rapports d'activité. Il y a un rapport d'activité tous les ans, donc ça fait 4000 rapports d'activité par an. Je les lis tous, je lis les commentaires, hein, des rapports annuels du directeur dans l'entreprise, du directeur de thèse dans le labo. Et on en a... je ne m'arrêterai pas de faire du copier-coller si je pouvais. Donc je vous ai donné... C'est pas exceptionnel ce que vous lisez ça, c'est l'illustration. Une question. Ouais. Et après une autre. Le financement dure 3 ans, ça peut durer plus longtemps. En sciences sociales, en général, ça dure plus longtemps. C'est vrai. En sciences sociales, même en CIFRE, vous prenez plus de temps. Vous prenez, disons que j'ai 42% des doctorants qui arrivent à soutenir dans les 3 ans. Et j'en ai donc 60%, quelque chose près, qui mettent plus de 3 ans. Et c'est vrai que les disciplines de sciences exactes sont plutôt à 3 ans et demi. Et le SHS est plutôt à 4 ans, voire 4 ans et demi. Vous avez tout à fait raison. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai absolument aucun moyen de prolonger la CIF. C'est 3 ans. Ce sont des financements qui sont du ministère. Donc 1, pour des raisons économiques. 2, pour des raisons de conformité à l'organisation du LMD et du 358. Il est absolument impossible de prolonger une CIF. Donc le financement
financement complémentaire est quelque chose qui est renvoyé soit à l'entreprise qui vous garde, soit à trouver une autre entreprise pour commencer votre carrière, soit le laboratoire. Enfin, je reconnais que la fin de la thèse à la suite d'une CIFRE n'est pas accompagnée au-delà des 36 mois. C'est vrai. Voilà. Et je n'ai pas de solution particulière à vous donner. C'est peut-être une faille. Il y avait une question. C'était juste par rapport au laboratoire de recherche. En fait, si on a le contrat CIFRE, le doctorant, c'est le responsable de thèse, c'est lui qui nous conduit à un laboratoire. Le directeur de thèse, a priori, est rattaché à un laboratoire. Donc, en toute logique, vous êtes dans le laboratoire de rattachement, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, de rattachement, donc vous êtes dans le laboratoire de rattachement de votre directeur de thèse, et ce laboratoire est rattaché à une école doctorale, et donc vous êtes inscrit dans l'école doctorale de rattachement du laboratoire. Ce sont des poupées russes. Donc c'est assez naturel comme mouvement. Oui. Ça ne leur coûte rien au laboratoire? Alors, au laboratoire, ça leur coûte rien du tout, effectivement, si ce n'est que ça leur coûte des coûts cachés, si j'ose dire, en termes d'encadrement, en termes... pas plus. Non, il n'y a pas de... Le CIF ne conduit pas à une rémunération supplémentaire ou autre que la rémunération de l'enseignant-chercheur par les canaux habituels qui est son statut d'enseignant-chercheur au sein de l'université ou d'un organisme de recherche. Moi, je ne paye pas... En fait, le schéma est assez simple. Le doctorant a un contrat de travail avec l'entreprise de 3 ans ou un CDI. On a 25% de CDI. Moi, je finance l'entreprise, donc il y a cofinancement entre le ministère de la Recherche par l'intermédiaire de la NRT et l'entreprise du salaire du doctorant, et le laboratoire n'est pas financé. Alors ensuite, dans le contrat de collaboration, selon les termes de la négociation entre l'entreprise et le laboratoire, il y a 75% des cas où l'entreprise donne quelque chose, donne un peu d'argent, enfin un peu ou beaucoup, il y a un flux financier de l'entreprise vers le laboratoire, mais ça, c'est motivé par la négociation qui va y avoir lieu entre le laboratoire et l'entreprise, et négociation qui échappe totalement aux doctorants, et je n'invite d'ailleurs pas les doctorants à s'en mêler, parce que le doctorant, là, il est là pour bosser sur sa recherche et pas gérer les problématiques entre son entreprise et son labo. C'est clair ? Alors, les disciplines. Donc là, je vous ai mis les disciplines des 1237 CIFRE signés en 2013, sachant qu'on en aura, j'en signerai 1350 cette année, en 2014, et j'ai un financement pour 1400, voire 1450 en 2015. Donc, il y a de la place. Nous avons 8% de mathématiciens, enfin de thèses en mathématiques. On affiche 2% en physique parce qu'en fait la physique électronique se trouve avec les sticks, donc il y a un petit problème là, c'est un peu faussé. Sciences de la Terre 1%, chimie matériaux 11%, santé 7%. Sciences de l'homme 12%, sciences de la société 13%, donc on voit bien qu'on est à 25% de SHS, et ça depuis 2007, que je fais les stats, ça bouge pas. Je trouve que c'est une très belle proportion. 20% de mécaniciens, 22% d'électriciciens, automaticiens, informaticiens, et 4% agronomie et agroalimentaire. Donc on a une très belle répartition des domaines scientifiques, et on pourrait monter un petit peu en santé et en agro, mais guère, hein. C'est assez bien équilibré. Alors, des sujets, pour qu'on soit toujours pratique. Donc, je les ai corrigés avec madame, enfin corrigés, au sens où on a changé certains que j'avais mis et on en a mis d'autres. Donc, par exemple, gestion politique et pratique individuelle en temps de crise énergétique, la politique sociale française en matière de retraite par capitalisation face au modèle européen, la réorganisation des politiques et des services de l'État en matière d'aménagement du territoire, le cas du ministère de l'Équipement, antipsychotique et schizophrénie, évaluation de l'intérêt de santé publique, les stratégies organisationnelles et l'autonomie décisionnelle des candidats de partis de gouvernement aux élections présidentielles en France depuis 1974.
j'aurais près de 20 000 sujets à vous présenter. 25% depuis 2007 concerne les SHS. Vous voyez que tout est possible. J'ai une cifre avec l'Opéra de Paris, par exemple. Je disais, je viens de signer une cifre avec une librairie de 35 personnes. C'est une librairie. 35 personnes, c'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus un monstre. Et elle finance une cifre sur la problématique du livre électronique. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà un petit groupe, une PME, qui a sûrement dans sa stratégie une problématique d'évolution. Comment elle survivre, surmonter à l'arrivée du livre électronique. Eh bien, elle se dit que sa question est suffisamment complexe et sur un champ suffisamment vaste que ça va pouvoir durer 3 ans de recherche. Et elle confie ça à un CIFRE, elle accepte de cofinancer. Donc ça vous laisse une ouverture en matière de sujets et de gens, d'institutions, d'entreprises vers lesquelles vous tournez qui est extrêmement vaste. Je pense que si vous ne faites pas, alors vous avez envie de faire un doctorat et qui plus est en connexion avec un milieu socio-économique, il n'y a pas de limite. Votre CIFRE, si vous en avez vraiment envie, il n'y a aucune raison qu'elle ne se monte pas. Vous allez trouver un partenaire et un labo. Enfin, je pense qu'on n'est pas limité, puisqu'il y a toutes sortes de situations possibles. Et que nous, on ne vous limite absolument rien. Alors, les entreprises. J'ai signé, donc les 1237 CIFRE ont été signés avec 697 employeurs, parce qu'il y a des employeurs qui prennent plusieurs CIFRE. Et ces employeurs, si je ne fais regarder, si je ne compte qu'une fois chaque partenaire, quel que soit le nombre de CIFRE qu'ils ont pris, j'ai 20% à peu près de grands groupes, 13% d'ETI, ces fameuses entreprises de taille intermédiaire qui ont entre 250 et 5000 salariés, et 60% de PME. Donc on a, bonsoir madame, on a beaucoup de petites entreprises, comme la fameuse librairie dont je vous parlais, et puis bien sûr des start-up, des entreprises de techno, enfin plein de choses. Hein, le plus grand nombre d'entreprises, ce sont des petites entreprises, et puis 5% de collectivités territoriales ou associations. Ces pourcentages pour les collectivités territoriales ou associations ont un peu baissé depuis quelques années, enfin surtout l'année dernière, et ça c'est directement lié aux réductions budgétaires qu'elles ont à vivre. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la voie de croissance numéro 1 du dispositif, et que je crois beaucoup plus dans les petites ou les moyennes structures. Alors maintenant, si je regarde les... Alors, il manque une diapo, mais... Ben non, il m'en manque une. Bon, c'est pas grave. Les secteurs d'activité, vous voyez que tous les secteurs d'activité bénéficient ou utilisent le dispositif CIFRE, hein, l'aéronautique, les communications, l'énergie, les équipements, le transport terrestre et naval, la chimie et matériaux, la pharmacie, l'agroalimentaire, les services R&D évidemment, mais aussi, et ça va vous intéresser plus, finance et juridique, services tertiaires, édition, BTP peut-être pas. Mais il n'y a pas de secteur d'activité qui n'utilise pas le dispositif CIFRE. Il y a peut-être des questions déjà encore, hein, monsieur? Au niveau des offres, est-ce que votre association est en public ou est-ce qu'on peut en trouver? La réponse est oui. Peut-être une diapo dessus. Il y a une diapo à la fin, donc j'y vais pas tout de suite, mais effectivement la réponse est oui. On a une sorte de carré magique, un mythique pour CIFRE, où vous avez des offres d'entreprise, des offres de labo, et où vous pouvez déposer votre candidature. Et vous avez aussi l'annuaire de tous les laboratoires académiques de France, accessible par mot-clé. C'est très très bien fait. Je vous invite vraiment à regarder cet annuaire. Attention, ce n'est pas le seul moyen pour monter sa CIFRE, c'est-à-dire que toutes les offres ne sont pas là. On a 200, 300 offres alors qu'on en signe 1300 par an et que je reçois entre 1500 et 1700 dossiers. Donc surtout ne pas se contenter de ça. Pour trouver un partenaire, il faut d'abord, à mon avis, s'asseoir tranquillement, prendre un temps long de 2-3 heures seul et de mettre sur le papier quelques mots-clés qui correspond à ce qu'on a vraiment envie de travailler pendant 3 ans. Il faut d'abord que vous aimiez votre sujet. C'est vital, ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me parle? Voilà. Et puis ensuite, grâce à l'annuaire des laboratoires, faire un mapping des labos qui répondent à ces mots-clés. Et puis, à côté, faire un mapping des entreprises qui répondent, des entreprises ou institutions, des lieux socio-économiques qui répondent à ces mots-clés. Puis ensuite, vous croisez tout ça,
Et puis là, vous cherchez les mails, vous cherchez les adresses, vous envoyez des CV. Je dis souvent, quand j'étais moi aussi dans une institution de recherche, qu'on était toujours flatté quand on recevait un courrier d'un candidat, comme ça, libre, qui disait, en argumentant bien son discours, qu'il avait envie de venir travailler dans une équipe. Je crois, il y a 2 enseignants-chercheurs ici, qu'il n'y a pas un enseignant-chercheur ou une équipe qui ne soit pas intéressé à recevoir une candidature. Il dit, j'aimerais travailler chez vous. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la cible de vos rêves avec le labo en question, mais vraiment oser déclarer à vos enseignants-chercheurs, à votre entourage professionnel, à votre entourage personnel, que vous êtes dans une démarche de recherche, alors que ce soit recherche d'emploi ou recherche d'emploi pour une cifre. Alors, il y a monsieur et madame. Quels sont vos critères de sélection pour nous accorder cette fameuse bourse? Alors, les critères de sélection sont d'abord et avant tout la qualité du sujet. On veut être sûr que ça soit de la bonne recherche. Ce n'est pas parce que c'est une recherche qui va être pratiquée avec une entreprise, appelons-la comme ça, que ça doit être de la mauvaise recherche. Donc il faut que ça soit de la vraie recherche de niveau doctoral. Ça, on laisse rien passer sur la qualité du projet. Ensuite, le deuxième critère le plus important, c'est la qualité du doctorant. Est-ce qu'il est en accord avec le sujet? Qu'est-ce qu'il a les prérequis pour faire cette bonne recherche? Et donc, quel est son parcours? Notamment... Pardonnez-moi, là je vous prends un peu au vol, donc vous vérifiez les dossiers, peut-être oui. que nos notes antérieures... Et que j'y allais venir, les notes du M2, enfin du M2 ou de la dernière année de grade master sont regardées, voire première année, parce que vous pouvez demander une cifre même si vous n'avez pas fini votre grade master. Par exemple, là vous êtes en M1, l'année prochaine vous allez faire un stage, etc. Vous allez avoir une opportunité. Donc très rapidement vous pouvez, même en avril, demander une cifre alors que vous n'avez pas fini votre master. Donc vous n'avez pas encore fini votre stage ou vous n'avez pas toutes vos notes. On va travailler sur les notes que vous avez déjà obtenues. Et comme ça, si vous avez une réponse en juin ou juillet, vous n'avez pas fini votre master. Avant de signer la cifre, on va attendre que vous ayez pour de vrai votre master. On va attendre le papier, mais vous êtes déjà dans une position confortable. Donc vous pouvez anticiper votre demande de cible. Ça c'est extrêmement important et les entreprises sont d'accord. D'ailleurs, elles aiment bien anticiper le recrutement, les entreprises. Donc oui, on va regarder la qualité du doctorant. Et là, ce matin, on avait un comité et il y a 2 situations pourtant de grandes boîtes qui ont l'habitude et les doctorants, on les trouve trop faiblards. On a un doute sur la capacité du doctorant. Et puis alors après, on regarde la solidité financière de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on se trompe jamais, mais enfin, on regarde. Mais on sait prendre des risques aussi, on sait prendre avec des boîtes très récemment créées, donc il faut voir l'ensemble. Son implication, est-ce que la recherche est bien en accord avec ce qu'elle fait? Par exemple, une boîte qui ferait des roulements à billes et qui voudrait faire une recherche en médicaments, faudrait qu'elle nous explique comment tout à coup elle change comme ça d'orientation. Donc on ne se pose jamais en juge sur l'opportunité stratégique pour l'entreprise, parce que ça ne nous regarde pas, c'est le business de l'entreprise, mais enfin il faut quand même que la recherche elle ait à voir avec l'objet de l'entreprise, son activité. Et puis on va regarder la cohérence du labo. Est-ce que ce laboratoire a déjà fait des publications sur le sujet, et si le labo, on se dit, et s'il nous dit d'ailleurs, pour moi c'est un nouvel acte de recherche, donc c'est vrai qu'on n'a pas une antériorité énorme, on peut conseiller, dire d'accord on y va, mais on fait un encadrement, un co-encadrement par exemple. Ce sont des... Il est arrivé aussi qu'on dise non pour un candidat, et puis tout le monde nous explique que ce candidat, c'est vraiment celui qu'il faut, etc. Alors on peut se laisser faire en exigeant un rapport d'activité tous les 6 mois, et on demande... J'en ai un autre cas où on a dit, ok, mais alors il faut qu'il se forme sur autre chose. Donc il est parti en formation quelques mois, on attend, et puis quand il va revenir de formation, mais c'est 2-3 mois, c'est pas long, à ce moment-là, bon, on sera d'accord pour signer. Vous voyez, donc c'est extrêmement adaptable. C'est quand même du sur-mesure en fait. Mais voilà les critères d'éligibilité. Oui, enfin Alors il y avait madame et après madame. Allez, on va faire dans l'ordre comme on avait dit. Au sujet des disciplines, est-ce qu'il ne concerne pas sciences politiques, vraiment sciences politiques? Si, sciences politiques c'est possible. Ah parce que je vous ai donné des exemples. Mais oui, on a là... Il n'y a pas, je ne vois pas quel sujet ne serait pas possible. Il n'y a pas de limite en termes de sujet. Donc, il y a une question sociale, humaine, mais je crois que... D'ailleurs, les sciences politiques qui ne sont pas dans la science de la société,
Si, hein, enfin, donc... Madame la question c'était qui se trouve dans le... Vous avez dans la communauté, donc qui se trouve dans le comité, quel genre de personnes se trouve dans le comité, et j'imagine qu'on peut faire le CIF pendant sa première année de thèse. Alors, deux questions. La première, en fait, quand on reçoit le dossier, bon, on vérifie que le candidat est éligible, donc on va voir les conditions d'éligibilité du candidat, de l'entreprise, etc. Ce qui va renvoyer à la deuxième question. On envoie le dossier à 2 experts. Un expert pour faire l'expertise socio-économique de l'entreprise si celle-ci n'a jamais déposé de CIF ou pas depuis plus de 5 ans. Alors, par exemple, les boîtes comme Total, Renault, Peugeot, je les expertise plus, elles en prennent 30, 40 par an. J'ai des entreprises, j'ai une entreprise où j'ai 160 CIF. Je ne vous dirai pas laquelle, donc c'est-à-dire, bon, elles ont des armées, des bataillons. Donc, bon, je ne fais pas l'expertise socio-économique de ces entreprises-là, on voit bien qu'elles ont acquis un savoir-faire. Par contre, des primo-demandants, des petites entreprises, enfin petites ou pas petites, mais des nouvelles, là on va expertiser. Ou si on n'a pas vu l'entreprise depuis plus de 5 ans. Donc là, on remet, même si c'est une grande, hein, on remet l'expertise socio-économique en route. Et puis tous les dossiers ont une expertise scientifique, donc elle est faite par un chercheur de la communauté scientifique française, éventuellement internationale, mais quand même, enfin, la plupart du temps, peut-être à peine, un par an ailleurs. Et donc c'est lui à qui on demande, il n'y a qu'une expertise scientifique, tout ce que je vous ai dit, qualité du sujet, cohérence du doctorant, labo, etc. Et puis engagement de l'entreprise. Du coup, on a aussi un regard de l'ancien chercheur. Là, vous avez peut-être déjà fait des expertises CIF. Et donc, on réunit, toutes les 4 semaines, je réunis le comité d'évaluation et de suivi que je préside. Et on classe les dossiers, alors en fonction des notes, puisque chaque item sont notés sur 5, 5 étant la meilleure note, donc chaque dossier a une note, plus une appréciation globale, A+, A, B ou C. Et là, le comité qui réunit la Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation du ministère de la Recherche et la DGCIP, la Direction de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, puis nous, mon adjoint et moi-même, eh bien, on présente tous ces dossiers. Alors, les dossiers A+, avec plus de 16, ils sont pris automatiquement. Les A, on regarde surtout les 3, c'est-à-dire, voilà, on affiche les 3 en bleu et bon, bah, on regarde, mais souvent ça passe. Puis on a des dossiers en A', soit c'est des dossiers qui étaient B et que je remonte parce que je trouve que là, l'expert est dur et puis il faut quand même que je fasse pratique un lissage, moi. On regarde entre 150 et 200 dossiers toutes les 4 semaines. Alors, il faut quand même que je fasse attention que d'un coup sur l'autre, ça soit à peu près équilibré, équitable. Et donc, il y a des dossiers mis en B par l'expert, mais je dis non, là, il est trop dur. Et puis, à l'inverse, j'ai des dossiers mis en A et je me dis, non, celui-là, il a beau être en A, quand je vois ce qu'il dit, il y a quelque chose qui me... Et les dossiers refusés sont l'objet d'une réunion téléphonique avec les partenaires, s'ils veulent. Et là, on explique pourquoi on a refusé et ils peuvent redéposer une fois si les conditions d'éligibilité sont toujours possibles. Alors, les conditions d'éligibilité. Il faut avoir obtenu son grade master depuis moins de 3 ans. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est un peu plus contraignant que la réglementation sur le doctorat. C'est important parce qu'on a supprimé la limite d'âge et que l'on veut que les doctorants arrivent avec une certaine fraîcheur, si j'ose dire, dans la manipulation des concepts. Ça qu'on considère, et d'ailleurs la Cour des comptes ne cautionnerait pas, qu'un personnel qui est dans une entreprise depuis 10 ans, qui est devenu un expert, n'est pas en bonne posture pour faire un travail doctoral. Et certainement pas dans son entreprise. Donc, réorientation par la recherche, possible, mais on a un master depuis moins de 3 ans, donc éventuellement on a refait un master en formation continue, enfin comme on veut, et à ce moment-là ça remet les compteurs à zéro, et on n'est pas dans l'entreprise depuis plus de 9 mois, hors période de stage et d'apprentissage. Et on a quelques CIF qui ont fait des CAP, qui sont partis du CAP, qui ont fait CAP, BTS, ingénieur par apprentissage, pas forcément dans la même boîte, et qui font une CIF. Je peux vous dire que ça c'est des dossiers qui nous émeuvent beaucoup, sont souvent des bons dossiers d'ailleurs, des dossiers que je peux qualifier de brillants, et qu'on regarde avec une belle attention et beaucoup d'admiration d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il est important qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. Il n'est pas question que les entreprises décident que tout un service se mette à faire des CIF parce qu'on a des problèmes de trésorerie. Donc, le dispositif CIF, c'est une formation
c'est une modalité de formation doctorale. C'est-à-dire qu'on fait sa thèse en chiffres. Ce n'est pas une modalité de financement. C'est une logique de formation doctorale avec cette dualité de compétences. Et là, ça me fait une transition, je crois que j'ai répondu à votre question, transition bénie, puisque ce qui va être différenciant par rapport à une autre thèse, c'est la double culture. Le doctorant va pouvoir revendiquer sa capacité à faire de la recherche aussi bien dans un laboratoire académique, ce qui est complètement normal pour un docteur, mais aussi dans un milieu professionnel qui a un marché, dans un contexte qui n'est pas celui du milieu académique. Et cette double culture est extrêmement intéressante et est un atout de valorisation du doctorat quand on se fait recruter dans un milieu qui n'est pas le milieu académique. Voilà. En plus, ils ont, on va le revoir, ils ont un bon taux de soutenance. Ce sont des doctorants, y compris en SHS, qui n'a pas toujours le meilleur taux de soutenance, sûrement parce que les thèses sont longues d'ailleurs et qu'il peut y avoir un épuisement. Il y a un très bon taux de soutenance, toutes disciplines confondues, et ça, c'est sûrement lié à la double, voire triple suivi. C'est très scolaire de faire un chiffre, parce que vous avez votre directeur de thèse, votre labo, qui vous demande des comptes, comité de thèse. Vous avez votre hiérarchie dans votre entreprise, qui vous demande des comptes, pas forcément les mêmes, un rapport, etc. Vous avez la NRT, qui vous surveille, avec un rapport d'activité tous les ans, une sorte de carnet de notes, où le directeur de thèse, on lui demande son avis, ou votre hiérarchique, on lui demande son avis. Donc, à la fin des fins, il y a une sorte de cadre comme ça, une sorte de rouleau compresseur, et si les gens suivent, on a 5% d'abandon par an. Je ne cacherai pas que c'est difficile et qu'on a des gens qui abandonnent pour des tas de raisons, d'ailleurs, des raisons d'épuisement ou des bonheurs aussi. On a 75 maternités par an, à peu près. Donc ça doit faire 150 bébés, parce que moi je vois que les mamans, mais vous imaginez qu'il y a aussi des papas, il y a aussi des doctorants-cif. Donc si vous voulez, il y a plein de raisons qui font... heureuses ou moins heureuses, qui font que les gens arrêtent. Donc environ 5% chaque année d'arrêt. Mais, donc c'est pas plus facile de faire une CIF, mais par contre vous êtes terriblement encadré, terriblement accompagné, et je pense que c'est une des clés du succès. Voilà. Si, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, excusez-moi. Pas de souci. Vous avez dit qu'il faut être dans l'entreprise depuis moins de 9 mois. Oui, j'ai dit ça. Voilà. Et avoir commencé sa thèse depuis moins de 9 mois, oui. À la date de dépôt du dossier. Mais donc dans l'entreprise, et si on est auto-entrepreneur dans l'entreprise, enfin... Ça, c'est pas possible. Alors moi, je suis un grand défenseur, pour le dire au masculin, ou une grande défenseur, ça, pour le dire au féminin, de l'entrepreneuriat. Je pourrais vous raconter, si on a un peu de temps, tout ce que je fais pour le croisement, la conjugaison d'entrepreneuriat et de docteur et doctorant. Mais par contre, quand on fait sa thèse, on ne peut pas créer sa boîte. Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, en fait, vous avez dit qu'il faut être... dans l'entreprise depuis moins de 9 mois. Voilà, mais si on travaille en tant qu'auto-entrepreneur pour eux depuis plus de 9 mois, ça va s'apparenter à un contrat d'intérim et ça compte aussi. Donc c'est pas possible. Non. Et donc dans ce cas-là, il faut changer on peut changer de statut et se mettre en stagiaire Non, enfin dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le faire avec cette entreprise-là. On est très très sourcilleux sur ce point-là. Enfin, alors après je peux regarder votre cas particulier parce que là on répond, mais peut-être que le mieux c'est de m'envoyer votre CV, une explication et que je vous réponde sur pièce. Mais on est très sourcilleux à ce que le doctorant soit accueilli en tant que tel et qu'à aucun moment la CIF ne devienne une astuce supplémentaire pour garder la personne dans des conditions qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Soit elle a envie de vous recruter et elle vous recrute pour ce que vous êtes, soit elle a besoin de faire de la recherche et on fait une CIF, mais la CIFRE, c'est pas la modalité supplémentaire qui, après 18 mois de CDD, puis un peu d'intérim, et puis fait qu'on peut encore garder la personne sans s'engager. Ça, on est très très susceptible je pense que vous comprenez sur cette question-là. Oui. Moi là je suis en master de recherche cette année, oui. Donc l'année prochaine si tout se passe bien j'aurai mon master de recherche en poche, oui. Et quand je vais pouvoir faire un doctorat je n'aurai toujours pas été encore dans une entreprise, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Donc déjà je vous invite à commencer à faire le mapping dont j'ai parlé et à en parler avec vos enseignants-chercheurs dès maintenant en fait.
pour déposer, parce que vous allez être diplômé en juin 2015. Normalement, oui. Ah, quelque chose près. Eh bien, il faudrait que dès mars-avril, à la limite, on reçoive votre dossier. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? Il faut que je démarche une entreprise tout en n'étant pas sûr d'être éligible chez vous ou que j'aille vous voir? Ah non, mais moi je ne vous dirai jamais, vous êtes éligible, puisque vous allez obtenir votre grade master. Enfin, en 2015, 16 et 17, vous serez à moins de 3 ans. Donc vous êtes éligible. Vous ne serez pas embauché dans aucune entreprise depuis plus de 9 mois. Et vous ne serez pas en thèse depuis plus de 9 mois. Donc de toute façon, là, vous avez un grand moment où vous êtes éligible. Donc une fois que vous êtes éligible, bah, vous allez chercher, si vous avez envie de faire une cycle, vous allez chercher un labo et une entreprise. Et il faut faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'il faut aller voir vos enseignants-chercheurs, il faut faire les mappings dont j'ai parlé, il faut vraiment... alors c'est un truc qui prend du temps. Et je peux comprendre que parfois, quand on est en train de préparer son projet de fin d'études, ses partiels, ses UV, enfin je sais pas comment vous appelez tout ça, parce que j'ai vieilli moi, mais en tous les cas, ça peut être difficile. C'est pour ça que je dis, essayez de vous ménager du temps long. Genre un dimanche après-midi, un peu de musique, quelque chose de frais, autre chose, selon. Et vous dites, bon voilà, pendant 2 heures, je fais que ça. Je ne regarde pas mes textos, je ne regarde pas mes mails, je ne réponds pas au téléphone. Je fais que ça, je me projette, je réfléchis sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de... C'est quoi le génie que j'ai envie d'apporter à la communauté scientifique? Qu'est-ce que j'ai aimé pendant... peut-être que vous le savez déjà. Et là, je creuse. Qui c'est qui fait... Alors, vous dites, j'ai jamais vu d'entreprise. J'ai envie de faire politique de santé publique. Qui je veux intéresser? C'est bien de commencer par là. Vous allez faire politique de santé publique sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez croiser ça avec l'entreprise. Vous allez voir ce qui sort. Et puis là, ça y est, ça commence. C'est toute une maïotique. Ça, en principe, vous savez faire. Oui? Vous dites que vous ne pouvez pas être en doctorat depuis 9 mois. Est-ce que l'année prédoctorale est découpée ou pas? On entre en année prédoctorale. Alors, moi, j'ai pas trop l'habitude des années prédoctorales. Alors, vous avez peut-être, madame? Non, bah, expliquez-moi. L'année prédoctorale? Oui. On est inscrit dans le laboratoire d'accueil futur. Oui. À Paris. Et c'est une année où on est un étudiant, mais on n'est pas en première année de doctorat. Si, écoutez, on va pas être purée. Si vous n'êtes pas en première année, vous n'êtes pas en première année. Point. Moi, je suis assez basique. C'est assez... Voilà. Donc, tout va bien. J'avoue que je ne connais pas, mais ça m'intéresse. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait ça. Mais alors ça rallonge la sauce d'un an. C'est utilisé souvent soit pour les étudiants étrangers qui ont dans les brevets à niveau, Ouais. soit des personnes qui ont eu Une césure. M2, voilà, une césure, ou des gens en recherche de financement. Eh ben c'est bien, c'est parfait. Donc on va pas la compter cette. Non, on va compter quand vous êtes en thèse. Donc c'est même une bonne. C'est bon, on est dans les temps. Il est quelle heure? Parce que. Ah oui, j'ai pas trop de temps. Bon alors, de toute façon, ça vous sera distribué. Donc là, c'était pour vous montrer les salaires et pour vous montrer qu'ils gagnent plutôt bien leur vie, hein, parce que j'en ai quand même 30% qui gagnent plus de 30 000 €. Et d'ailleurs, vous tirez très très bien des épingles du jeu. C'est pas du tout les ingénieurs des grandes écoles qui vont avoir les meilleurs salaires en chiffres. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et je vais vous faire rêver. Le plus haut salaire, en ce moment, c'est 52 000 €. Oui, comme vous dites. Oh, pardon? Ah ça je vous dis pas. Oui. C'est dans l'esprit de savoir combien je coûterais éventuellement à l'association dans laquelle je serais. Comment est-ce qu'on est éligible? Comment est-ce que l'asso est éligible au CIR? Alors ça c'est l'entreprise. Soit l'entreprise paie des impôts. Elle a choisi un statut fiscal tel qu'elle est éligible à l'impôt. Et à ce moment-là, elle est éligible au crédit impôt recherche. Soit, notamment les institutions n'ont pas choisi ce statut fiscal, ont choisi un autre statut, et à ce moment-là, elles n'ont pas le droit au CIR. Et de ce point de vue-là, les départements, les régions ne sont pas éligibles au CIR. Donc forcément, ça leur coûte un petit peu plus cher. Alors, on a 3 dispositifs. Très rapidement, je vous ai beaucoup parlé des chiffres financés par le ministère de la Recherche. On en a 4000 en cours, 1350 nouvelles en 2014, 1400 voire 1450 en 2015, donc il y a de l'argent, pas de condition de nationalité, toutes les disciplines, tous les secteurs d'activité, et vous déposez quand vous voulez, toute l'année. Rapidement, en 2009, la DGA nous a proposé de financer un petit programme, 15 à 20 par an, donc là c'est tout petit par rapport à l'autre, mais c'est la Direction Générale de l'Armement qui finance des chiffres relatifs au secteur de la défense. Donc si vous voulez colorer votre CV
une question qui touche à la défense, ça peut être intéressant. Une contrainte, il faut être européen. Voilà, et vous voyez qu'on a 6% de thèses en sciences humaines et sociales qui sont en vert en haut. Et si vous avez des copains ou si vous-même vous êtes brésilien, en 2013 j'ai signé avec le Brésil qui est extrêmement fan du dispositif CIFRE et qui nous donne de l'argent pour financer des doctorants brésiliens. Par contre, il faut qu'ils soient brésiliens et ils ont une obligation de retour au Brésil à la fin de la CIFRE. Donc si ça intéresse... voilà, donc c'est exactement le même schéma, c'est en France, le laboratoire est français, mais le doctorant est brésilien, et je tiens l'argent du Brésil et non pas des gouvernements, enfin des ministères français. Nous comptons 25% d'étrangers, c'est une constante, donc on est très content, on accueille des doctorants du monde entier, et on sait faire des co-tutelles, donc ça aussi c'est extrêmement intéressant, l'entreprise est française, le laboratoire académique français est toujours présent, donc le doctorant va avoir un doctorat de France, mais il peut y avoir un laboratoire à l'étranger, à ce moment-là le doctorant fait le go-between entre ces trois parties, ce qui conduit à en faire un haut potentiel parce qu'il est capable de faire de la recherche académique en France, de faire de la recherche dans un secteur socio-économique français, mais aussi à l'étranger avec son laboratoire académique international. Voilà, je me presse un peu parce que je pense qu'on va nous attendre. À tout ça, on y a répondu. On essaye de vous répondre. En ce moment, on tourne en moyenne à 2,06 mois pour vous répondre. C'était le comité d'aujourd'hui, j'ai fait la moyenne. On essaye de vous répondre en moins de 3 mois. Il y a quelques dossiers qui sont plus longs parce qu'on a du mal à trouver un expert, mais à ce moment-là, vous êtes au courant. Et là, sur le site de la NRT, les fameuses offres que je vous invite à regarder, vous pouvez proposer votre candidature en ne sachant pas d'ailleurs, c'est un truc parmi d'autres, il y a aussi l'association Bernard Grégory que vous pouvez contacter, l'annuaire des laboratoires dont je vous ai parlé, je vous invite vraiment à faire un mapping de ces labos, et puis quelques propositions de laboratoires. Alors on termine en disant que être en CIF c'est aussi appartenir à un réseau des anciens. Je vous laisse la place. Suivre des formations, on dispense des formations à la propriété intellectuelle. Participer aux 24 heures d'entrepreneuriat, c'est une manifestation que j'organise chaque année pour permettre à 70 doctorants de vivre l'aventure de la création d'entreprise pendant 36 heures sans dormir. Et les lauréats partent avec moi à Cambridge pour un séjour d'études et de croisement des approches entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et puis j'organise aussi des rencontres que j'ai appelées récits, rencontres scientifiques des CIFRE, ma recherche j'en parle, pour échanger avec d'autres doctorants mal écrits, des scientifiques et des industriels sur une thématique que je choisis. Donc on fait ça une fois tous les trimestres. Voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas, bah oui tout ça j'ai pas le temps, bah, vous verrez, hop là, et n'hésitez pas à nous écrire. On va venir nous retrouver au Forum CIFRE.